Laurent Fabius, vous étiez à l'origine de grandes réalisations, et notamment les accords de Paris. Les accords de Paris qui sont la croisée entre le politique, le juridique, le diplomatique. Vous étiez ministre des Affaires étrangères, mais avec l'expérience d'un Premier ministre, et vous avez réussi à mettre plus de 100 pays d'accord sur un accord binding ou semi-binding. Qu'est-ce qui a permis ce succès, qui a ouvert la voie à une vision commune sur les questions environnementales? C'était il y a maintenant 7 ans, puisque c'était en décembre 2015. Et effectivement, c'est un accord qui a réuni tous les pays du monde. Parce que, avec les règles de l'ONU, si un seul pays, même le plus petit, s'y était opposé, il n'y avait pas d'accord. Bon, donc la difficulté, c'était de mettre tous les pays du monde d'accord et sur un accord réel. Parce que si c'était un faux accord minimal, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on a réussi cet accord historique? À mon avis, pour trois raisons. Ou plutôt pour l'accord entre 3 planètes. Première planète, la planète scientifique et technologique. Bon. Il faut se souvenir qu'il y a un certain nombre d'années, lorsqu'on parlait du réchauffement climatique, il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Et même ceux qui y croyaient considéraient que l'action humaine y était pour peu de choses. Bon, là, à cause d'un travail formidable des scientifiques, l'accord sur la réalité du réchauffement climatique s'est fait. Et dans la foulée, il y a eu des progrès technologiques considérables. Donc la première planète qui était nécessaire et qui était là, c'est la planète scientifique. La deuxième planète, c'est ce que j'appellerais la planète sociétale. Bon, c'est un mot un peu prétentieux, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois les entreprises, ça veut dire les régions, les villes, les ONG, les simples citoyens, notamment les jeunes. Et c'était absolument essentiel d'avoir toute cette planète-là avec nous. Et puis la troisième planète, c'était la planète des gouvernements. C'était pas la plus facile, parce qu'il fallait mettre d'accord à la fois la Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les petites îles, l'Europe, etc. Bon, on y est arrivé, à la fois parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, et aussi parce que, à l'époque, le contexte international, multilatéral, le permettait, et il faut dire qu'on a beaucoup travaillé. Personnellement, comme président, j'ai beaucoup travaillé, en particulier avec les États-Unis, le président Obama, et la Chine, bien sûr. Et puis l'Europe nous a beaucoup aidé, l'Inde, etc. Bon, le problème, c'est que ces 3 planètes ne sont plus de la même façon au rendez-vous. Alors si on revient un peu en arrière, le côté très très fort et positif de l'accord de Paris, c'est que les objectifs ont été fixés très clairement, compréhensibles par tous, pas plus d'1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère industrielle, l'obligation tous les 5 ans de déposer une contribution nationale, en anglais on dit Nationally Determined Contribution, NDC, toujours vers le haut, disant pour chaque État, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va le faire. Le fait qu'il y avait des engagements financiers, la perspective à long terme, parce qu'il faut à la fois le court terme et le long terme, ce qui fait que l'accord de Paris, c'est très important parce que on n'a pas besoin de le recommencer, puisque les obligations, maintenant, sont permanentes. Et donc ça permet aux COP futures, conférences des parties futures, de s'inscrire dans le cadre de l'accord de Paris. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'on y est arrivé. Planète scientifique, planète sociétale, planète des gouvernements. Malheureusement, autant la planète scientifique a continué à progresser, les technologies ont progressé, le renouvelable a progressé, bon. Même si toutes les techniques ne sont pas encore inventées, autant la planète sociétale a progressé, en particulier les entreprises, plus que ce qu'on imaginait à l'époque. Peut-être pas toutes, parce qu'il y a aussi du greenwashing, etc. Mais enfin, il y a eu un progrès. Autant pour les gouvernements, malheureusement, ils n'ont pas tous été au rendez-vous. Et de ce point de vue-là, le fait que le président Trump ait dénoncé l'accord de Paris a été très négatif. Pas tellement pour les États-Unis, parce que, c'est pas le président des États-Unis qui décide ce qui se passe sur le terrain aux États-Unis. Bon. Mais il a donné une espèce de billet de sortie à toute une série de pays qui avaient
signé l'accord de Paris parce qu'ils y étaient quasiment obligés compte tenu de la pression diplomatique, mais qui en fait n'y étaient pas du tout favorables. Vous imaginez qu'un pays qui tire toutes ses ressources, ou quasiment toutes ses ressources, des énergies dites fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz, lorsqu'on lui dit il va falloir que vous abandonniez ça, ça pose des difficultés. Donc la présidence Trump a été très négative, et puis le climat, sans mauvais jeu de mots, de mise en cause du multilatéralisme actuel, avec la rivalité, les oppositions, etc., n'est pas favorable. De sorte que, autant l'accord de Paris est un succès remarquable, autant l'application de l'accord de Paris n'est pas en ligne, il faut être honnête, avec ce qui est nécessaire, parce que n'oublions jamais que dans ces affaires climatiques, c'est une course contre la montre. Quand on envoie en l'air, dans l'atmosphère, des émissions de CO2, elles ne retombent pas tout de suite. Elles durent des années, voire des siècles. Et donc, arrive un moment où ça bascule dans le mauvais sens. Et la réalité actuelle, c'est que nous ne sommes pas en ligne avec les exigences de l'accord de Paris. Toute une série de rapports du GIEC périodiquement sortent pour dire attention, attention, il y a urgence. Et donc, le problème maintenant, c'est d'augmenter les efforts pour respecter vraiment l'accord de Paris. Et 2021, COP26, oui. Grosse avancée selon certains, avancée très insuffisante selon d'autres. Quel bilan, vous aviez un peu prétiré, posé le cadre avec votre ouvrage, quel bilan vous tirez de cette COP26 et de ce qu'il faut faire pour aller plus vite? Alors, je ne veux pas être trop technique, mais il y a eu quelques avancées, mais insuffisantes. Une première avancée technique, c'est que ce qu'on appelle le rulebook, c'est-à-dire la méthode d'application de l'accord de Paris, a été définie, et donc on sait maintenant comment mettre tout ça en application. Bon, ça c'est positif, même si c'est technique. Deuxièmement, il y a eu un engagement, mais tout est dans les détails, comme d'habitude, et le diable est dans les détails, pour faire en sorte que, à propos du charbon, qui est le principal émetteur de CO2, il n'y ait plus de financement par toute une série de pays pour le charbon à l'étranger. Mais reste le financement interne, et on pense à de grands pays émetteurs de CO2, notamment en Asie. Il y a eu un accord qui est intervenu juste avant la COP de Glasgow, qui est très important, sur le méthane. Le méthane, on en parle très peu, et en fait, c'est très important dans les émissions de gaz à effet de serre, et c'est quelque chose qui est tout à fait contrôlable, parce que l'essentiel des émissions de méthane vient en particulier des fuites dans les gazoducs, etc. Bon, donc il y a eu quelques avancées, mais sur la question des financements des pays riches vers les pays pauvres, on n'a pas avancé. Sur la question absolument centrale de ce qu'on appelle la tarification du carbone, c'est-à-dire donner un prix au carbone, qui est évidemment une nécessité pour le futur, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. Et surtout, sur les engagements des différents pays, ce que j'appelais tout à l'heure les NDC, les contributions nationales, certains pays ont pris des engagements pour le futur, qui sont dans la ligne de l'accord de Paris, mais beaucoup n'ont pas pris ces engagements. Alors il y a eu des engagements à très long terme, bon, c'est utile, 2050, 2060, 2070. Mais vous vous rappelez peut-être que l'économiste Keynes disait à long terme, on est tous morts. Et quand on regarde, si vous voulez, si les réalisations de court terme matchent, comme on dit maintenant, avec les engagements de long terme, non. Donc il y a un énorme travail devant nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant nous? La COP27 qui aura lieu en Égypte. Et j'ai eu déjà des contacts avec le futur président de cette COP27, qui sera le ministre des Affaires étrangères d'Égypte. Là, je pense qu'on obtiendra quelque chose, c'est déjà positif, sur le financement des pays en développement. Parce que ça a lieu en Afrique, et l'Afrique est un des pays, une des régions du monde les moins financées. Et donc là, je pense qu'on va avancer. On va avancer aussi, je l'espère en tout cas, sur la question des contributions nationales et de l'évaluation. Parce qu'il est très important que les évaluations, aussi bien de ce que font les États que de ce que font les privés, soient incontestables, pour éviter ce qu'on appelle greenwashing.
Donc ça, c'est la COP 27. Ensuite, la COP d'après sera aux Émirats arabes unis. Et là, ce sera intéressant parce que c'est une zone à la fois riche et en même temps productrice voilà. Et en même temps, qui a, en ce qui concerne les Émirats arabes unis, fait quand même un gros effort sur les renouvelables. Mais le GIEC vient de sortir un rapport, son 3e rapport, disant que nous avions 3 ans seulement pour modifier la donne. Et Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, homme bien informé, a dit que, alors peut-être que la formule est un peu dure, que nous courions vers la catastrophe les yeux fermés. Moi, je ne veux pas être pessimiste, parce que si on est pessimiste et si on dit qu'il n'y a rien à faire, alors à ce moment-là, tout le monde baisse les bras. Mais il y a un effort plus important à faire que ce que nous avons fait jusqu'ici, et cela vaut pour tous les pays. Et est-ce qu'on peut attendre quelque chose aussi du pacte mondial de l'environnement qui est en projet depuis 2017 et justement qui avait vocation à intégrer à l'échelle internationale des droits et des devoirs pour les États, pour les entreprises il me semblait qu'on devait avoir un aboutissement cette année. Alors, le pacte mondial pour l'environnement est une excellente idée qui a été complètement sabordée. Alors, l'idée, quoi, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire de prendre d'une manière à la fois ambitieuse et réaliste, parce qu'il faut être réaliste dans ce domaine, quels sont les droits et les devoirs en matière d'environnement. C'est pas seulement le climat, c'est l'environnement, pour les individus, pour les sociétés, pour les États. Et nous avions mis au point une vingtaine de principes qui devaient être respectés par tous les États. Malheureusement, dans le jeu international, et compte tenu d'un certain nombre de pays, grands pays, qui sont réfractaires à ce type d'engagement, les choses n'ont pas avancé. Et c'est un très grand dommage. Il faut donc reprendre l'affaire d'une autre façon, c'est-à-dire par les juridictions, ce qui est un autre aspect. Parce que, de plus en plus, les juridictions, que ce soit nationales ou internationales, considèrent qu'en particulier les engagements pris à Paris ont valeur de norme, ce qui n'était pas du tout évident lorsque nous avons conclu l'accord. J'imagine que si ça avait été évident, peut-être certains n'auraient pas signé. Et donc, peut-être justement... Vous avez tout à fait raison. Et c'est un des problèmes les plus difficiles que nous avons à régler, notamment avec nos amis américains. Parce que, il y a des anecdotes là-dessus que j'ai dans la mémoire. Les Américains disaient il faut que ce soit des obligations de moyens et pas de résultats, parce que si ce sont des obligations de résultats, eh bien le Sénat américain n'acceptera jamais, etc., etc. Bon, et finalement, on avait trouvé une rédaction, parce que l'accord de Paris, je ne sais pas pourquoi on dit les accords de Paris, l'accord de Paris, c'est à la fois 29 articles et 140 paragraphes de décision. C'est pas du roman feuilleton, c'est des choses très, très, très précises. Et donc, à l'époque, nous n'étions pas sûrs de la portée normative de l'accord de Paris. Et puis, il s'est trouvé que, pas seulement en France, mais ni en Europe, mais dans le monde, petit à petit, l'accord de Paris est devenu la norme internationale et nationale. Alors, ça ne joue pas encore pour tous les pays, pour toutes les juridictions, mais je sens bien, lorsque je vois mes collègues présidents de Cour suprême dans d'autres pays, et que je leur demande quels vont être les contentieux du futur, si je puis dire, tous me disent ça va être l'environnement, la bioéthique, mais notamment l'environnement. Et c'est une évolution qu'on voit, et y compris en France, où dans telle ou telle décision que j'ai présente à l'esprit, on dit, eh bien, compte tenu de l'accord de Paris, c'est devenu une norme. Même chose aux Pays-Bas, même chose en Allemagne. Donc, et nous ne l'avions pas anticipé d'une manière aussi rapide. En fait, il y a 3 legally binding. Il y a État to État, où là c'est plus difficile pour des raisons de rapport de force. Il y a entreprise to normes juridiques posées par les accords de Paris. Et puis il y a aussi comment les citoyens ou les législatifs, le législatif est tenu par un accord, un traité, donc supraléguem en tout cas dans la plupart des ordres internationaux. Et puis, il y a un raisonnement supplémentaire qui est que
certains gouvernements ont repris eux-mêmes comme objectif et même comme programmation législative l'accord de Paris, et que du coup, c'est devenu une norme interne. Donc ce mouvement, alors il est divers selon les différents pays, parce que la façon de considérer, d'incorporer en droit national la norme internationale n'est pas la même selon tous les pays, mais en tout cas le mouvement il est convergent. Et justement, le Conseil constitutionnel est-il saisi davantage de questions liées à l'environnement? Oui, nous avons eu quelques affaires où nous avons nous-mêmes évolué. Alors, vous savez, qu'en ce qui concerne la France, nous avons une charte de l'environnement qui est considérée comme faisant partie du bloc de constitutionnalité, et nous avons appliqué cette charte de l'environnement dans telle ou telle affaire. Mais il y a eu également le Conseil d'État qui a été saisi, et la juridiction administrative. Et donc il y a toute une série de contentieux qui se développent, oui. Peut-être un dernier mot sur le climat et l'environnement. Par rapport à l'ordre juridique national, avez-vous des recommandations à formuler sur l'interprétation de la Constitution, ou au contraire sur son enrichissement pour tenir compte du risque climatique et des libertés civiles liées au climat? Vous savez, il y a eu un grand débat qui n'a pas abouti, parce que le président de la République, M. Macron, avait l'idée de modifier un article de la Constitution pour y incorporer des définitions sur le climat, l'environnement, etc. Et puis, pour différentes raisons, ça n'a pas abouti. Alors, je ne sais pas si ça va être repris dans la période qui vient. Évidemment, s'il y avait une modification constitutionnelle, et notamment portant sur l'article 1er, j'imagine que ça aurait un certain nombre de conséquences juridiques. Mais indépendamment de cela, il y a une autre question aussi qui va se poser, qui est une question compliquée, qui est comment et est-ce qu'on doit prendre en compte les générations futures? Alors, c'est un concept qui est pris en compte, par exemple, par nos amis allemands, la Cour de Karlsruhe. Parce que dans la loi fondamentale allemande, il y a un petit paragraphe qui dit les générations futures, etc. En France, jusqu'à présent, la notion n'est pas totalement prise en compte en tant que telle. Mais mon intuition, c'est que de plus en plus, et pas seulement pour cette question climatique, la notion de génération future va se poser. Parce que si on prend, sans s'y perdre, un peu de hauteur philosophique, on s'aperçoit que beaucoup des phénomènes majeurs modernes ignorent les frontières, ignorent les disciplines et ignorent les générations. Et donc, on est obligé, c'est pour ça que j'emploie le mot par une conception philosophique, de réfléchir à ce que sera le droit, qui doit prendre en compte pas seulement l'aujourd'hui, mais le demain, pas seulement le national, mais l'international, et pas simplement le sanitaire ou le climatique, mais avoir une approche interdisciplinaire. Et évidemment, il ne faut pas faire du toutouisme, tout et dans tout et réciproquement. Non, il faut être précis lorsqu'on a affaire à des matières juridiques. Mais si j'anticipe ce qui peut se passer dans les années qui viennent, je crois que cette triple évolution que je viens de signaler, elle va avoir pas mal d'incidence. Merci pour cet esprit d'anticipation.